Cube Radio. Salut, je suis Anne-Sophie Carpentier, la réalisatrice du podcast. Vous vous apprêtez à écouter une version originale bilingue du Casanova de Montréal. Vous pouvez trouver une version doublée en français du même épisode dans la liste d'écoute. C'est au choix. Bonne écoute. Hi, this is Sheldon. I'm either on the phone or away from it. Please leave your name and number, and I'll get back to you as soon as possible. Have a great day. After leaving a message, you can hang up or press pound for more options. Hi, Mr. Ludwig. My name is Bridget Noel. I'm a journalist with the Journal de Montréal. I'm still hoping to get you on the phone for an interview. Je n'ai toujours pas réussi à parler directement à Sheldon Ludwig. Quand je l'ai appelé la première fois en septembre, c'est son avocat qui m'avait répondu pour me dire qu'il n'avait pas de commentaires à faire sur cette histoire, qu'il ne souhaitait surtout pas parler aux médias. J'ai relancé quelques mois plus tard, mais silence radio. Mais Sheldon Ludwig n'est pas le seul qui a refusé de participer à ce reportage. Au fil de notre enquête, on a constaté que plusieurs personnes ne veulent pas ou bien ne veulent plus parler de Sheldon Ludwig. Par exemple, plusieurs de ses anciennes fréquentations, comme ces deux femmes qui ont amené Sheldon en cours pour leur avoir volé des dizaines ou des centaines de milliers de dollars. Je les comprends de ne pas vouloir nous accorder d'entrevue. J'imagine qu'elles ont honte de s'être fait avoir, qu'elles aimeraient mieux oublier tout ça. Certains clients des services de coaching de Sheldon ont aussi décliné notre invitation. Eux aussi, je les comprends, parce que pour avoir recours à ce type de thérapie-là, il faut forcément avoir eu un problème de dépendance dans la famille. Et c'est pas tout le monde qui veut étaler ce genre d'histoire au grand public. Mais là où on s'est vraiment heurté à un mur, c'est avec les partenaires d'affaires de Sheldon. J'ai trouvé ça surprenant parce que selon ce qu'on sait, ce sont eux qui auraient été les plus affectés financièrement par les stratagèmes de notre Casanova, qui auraient perdu des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Je m'appelle Brigitte Noël et vous écoutez le Casanova de Montréal. Certaines personnes ayant travaillé avec Sheldon ont accepté de nous parler à micro fermé, sans qu'on dise leur nom ou sans qu'on rapporte les faits précis de leur histoire. Mais ça, on va y revenir. D'autres se sont confiés à nous sans problème, mais là, on parle surtout de gens qui s'en étaient relativement bien sortis. Relativement. On a d'abord parlé à Jean-François Portelance, qui se serait fait prendre avec la fameuse commande de bas. Moi, dans le fond, il m'avait juste parlé qu'il faisait affaire avec une compagnie de linge qui achetait du linge au prix cost, comme qu'on appelle en anglais, puis que lui, il revendait dans des boutiques ou des autres entreprises ici à Montréal à un prix plus élevé, puis il faisait du profit là-dessus. Puis lui, il m'a expliqué après ça que il embarquait souvent des jeunes entrepreneurs dans ces ventes-là. Il faisait ça 2 fois par année. Puis les profits qu'il faisait, il donnait ça, dans le fond, aux jeunes artistes, aux jeunes entrepreneurs, pour leur donner de l'argent. Fait que là, j'étais intéressé. J'étais comme, oh, mon Dieu, c'est... Fait que ça a commencé comme ça que là, tu sais, je me suis accroché. J'ai mordu à l'hameçon, malheureusement. Ben là, au début, il voulait que j'y fasse un gros montant, un gros transfert de 6 300. Au total, Jean-François lui aurait donné 2 700 $ qu'il n'a jamais pu récupérer. Well, let me just pull up my LinkedIn profile because that was how he found me. That's one of his methods of finding people. J'ai aussi appelé Valérie O'Connell, une femme que Sheldon avait embauchée pour lui bâtir un site web. He said that he wanted to build an online service for gambling and video game addicts and their families to get support. Okay. And he wanted me to build it for him. Il était supposé la payer 800 $ pour une semaine de travail, mais Valérie aurait attendu plusieurs mois avant d'avoir son argent. And then I chased him around for several months to get my $800, and he always had a problem. He was breaking up with a girlfriend, or he was being audited by the government, or he was just having problems, or he was in the hospital, or whatever. And I went back at one point to get a check from him, and the check bounced.
at one point he asked me if I wanted to invest in the company, and I said I don't have any money to invest in the company. And he also invited me to be his date for the Montreal Neurological Institute fundraising shindig in October. Apparently, I was one of many that he asked to that, but I thought it was creepy. I was like, no. J'ai aussi le témoignage d'une femme qui a passé quelques semaines à travailler pour une des compagnies de Sheldon en 2014. Pendant notre appel, qu'elle m'a demandé de ne pas enregistrer, elle m'a dit que Sheldon était souvent absent ou malade et qu'il lui avait confié beaucoup trop de travail. Selon ses dires, elle serait partie parce qu'elle sentait que Sheldon voulait qu'elle joue avec les chiffres et qu'elle fausse les rapports. D'autres personnes nous ont dit des choses semblables, que Sheldon aurait menti aux clients, qu'il aurait promis de la marchandise qu'il ne pouvait pas livrer. Certains de ces témoignages datent d'il y a plusieurs années, mais d'autres histoires se seraient passées il y a quelques mois seulement. Une des victimes alléguées, qui n'a pas voulu être identifiée, nous a même montré les textos qu'il avait échangés avec Sheldon pour tenter de ravoir son argent. Ce qui est intéressant, c'est que ces textos-là, entre deux hommes d'affaires, sont très semblables aux messages que Sheldon envoyait à ses copines. Il dit être à l'hôpital, ou bien il raconte qu'il a passé la journée avec des représentants du gouvernement qui refusent de débloquer ses comptes. Il s'essaye même avec des paroles mielleuses. « I'm a fucking mess, I will never hurt you. »« Je suis un désastre, je te ferai jamais de mal. » Cet homme qui dit avoir perdu plusieurs milliers de dollars me raconte que Sheldon lui faisait souvent part de détails personnels, qui lui racontaient même ses convulsions. En fait, parenthèse, ça fait plusieurs sources qui m'en parlent, mais quand Sheldon fait une convulsion, il la documente du point de vue d'un témoin, et non pas du point de vue de celui qui l'a vécu. Puis, il envoie ces petites tranches de vie-là à ses contacts. Je vais vous en lire un exemple. Convulsion, 20 juin. Tu étais assis sur le sofa après un appel quand tout à coup ton visage s'est mis à se crisper. Je t'ai demandé si tu étais OK et tu m'as répondu que non. Les spasmes sont devenus plus forts et ton bras s'est mis à trembler. Ça a duré environ 2 minutes et demie. Fin de la parenthèse. Mais il y a une foule de détails qu'on n'a pas pu valider ou qu'on ne peut pas vous rapporter. Je peux vous dire, par exemple, que j'ai parlé à 2 personnes qui disaient avoir perdu entre 100 000 et 500 000 $ à cause de Sheldon. Des emprunts qu'ils n'auraient pas repayés, des commandes qu'ils n'auraient jamais livrées. Je peux malheureusement pas donner de chiffres ou de détails trop précis pour ne pas identifier ces gens-là qui ont demandé l'anonymat. On nous a aussi dit que Sheldon aurait possiblement pris des millions de dollars à de riches hommes d'affaires montréalais et qu'il aurait fait tout perdre à une autre famille du West Island. Mais quand on a contacté ces gens-là pour avoir une entrevue ou, au minimum, pour avoir des détails, ils ont refusé de nous parler. Ça m'a laissé perplexe. S'ils ont réellement été floués, pourquoi pas dénoncer? Parce que les rumeurs sont fausses? Peut-être. Mais ces gens-là n'ont pas réfuté les allégations que je leur présentais. Ils m'ont pas dit que je me trompais. Ils ont juste pas voulu me parler. Je me suis dit qu'ils avaient sûrement honte de leur échec professionnel, qu'ils étaient mal à l'aise d'en parler. Mais là, je suis tombée sur des documents qui m'ont permis de considérer une autre hypothèse, que ces gens-là avaient peut-être quelque chose à cacher. Oui, Sheldon les avait lessivés, mais ses partenaires d'affaires ne pouvaient pas en parler. Ils ne pouvaient même pas aller voir les autorités parce que leurs affaires à eux n'étaient pas tout à fait en ordre. On jase, là. Mais si ces compagnies-là étaient mêlées à des stratagèmes pas tout à fait légaux, pas tout à fait éthiques, bien ça complique la chose, surtout si Sheldon en est au courant. Ce qui m'amène à cette hypothèse, c'est une découverte de ma collègue Sarah Daou-Brown, qui travaille comme recherchiste pour Québécois à Ottawa. Cet été, je lui ai demandé d'aller à la Cour fédérale pour voir si elle pouvait y trouver des informations sur Sheldon Ludwig. Et ce qu'elle a découvert, c'est que Sheldon avait été amené en cour 8 fois à cause des vêtements que ces entreprises distribuaient. Salut Sarah, ça va? Oui, ça va toi? Oui. OK, dis-moi ce que tu as trouvé. Oui, alors j'ai découvert qu'entre 2001 et 2009, Sheldon a été poursuivi à plusieurs reprises pour avoir acheté et distribué des vêtements dits contrefaits. Donc, la contrefaçon des vêtements de marque Griffin, mais dans le fond, qui ne l'étaient pas vraiment, là. On parle de grandes marques comme Nike, Nautica, Calvin Klein, Rocawear. Il semble vraiment y avoir un pattern. OK, bien, est-ce qu'il a gagné sa cause?
De ce que je lis, la plupart du temps, en fait, non, il ne gagne pas ses causes. Il est accusé de contrefaçon ou les procédures sont arrêtées, ou il y a une entente. Mais ce qu'on voit, c'est que dans les nombreux dossiers de cours, il semble avoir une tendance. Par exemple, dans la poursuite de Nautica, les avocats de l'entreprise font valoir que M. Ludwig est mêlé à plein d'autres histoires du genre qui semblent être un récidiviste dans ce domaine-là. Okay. Les documents de la Cour aussi montrent... Les documents allèguent aussi que Sheldon était souvent absent ou difficile à contacter. Il était hospitalisé ou bien son téléphone était déconnecté. Les poursuites semblent avoir été longues et compliquées. Oui, mais c'est ça. La plupart du temps, de ce que je vois, ils semblent avoir perdu ou au contraire, les entreprises semblent avoir un peu abandonné leurs procédures qui ont été un peu compliquées à mener pendant toutes ces années-là. Il faut dire que certaines marques demandaient énormément d'argent en dédommagement, des centaines de milliers de dollars. Mais finalement, dans la poursuite de Calvin Klein, on voit qu'il y a eu suspension de la procédure parce que la compagnie de Sheldon avait fait faillite. De ce que je vois, il semble avoir été en procédure de faillite, ce qui a mené dans un cas, dans la poursuite contre Calvin Klein, à une suspension des procédures. OK. Wow. OK. Ben merci, Sarah. Je vais regarder tout ça ce soir. Parfait. Ben merci à toi. En faisant faillite avec sa compagnie, Sheldon s'en est sorti sans avoir à payer les montants réclamés. Mais son argument de défense est intéressant. À maintes reprises, Sheldon avait insisté que la marchandise qu'il avait achetée et revendue était véritable, c'est-à-dire qu'elle avait réellement été fabriquée par l'usine qui produisait du Calvin Klein ou du Nike. Il expliquait que les vêtements en question avaient été rejetés par les marques pour quelconque raison, par souci de qualité ou pour des erreurs de design, et qu'il avait donc pu les acheter comme ça. C'est écolo quand on y pense. Essentiellement, ce qu'il décrit s'appelle le marché gris, un marché de revente qui existe dans une marge un peu nébuleuse de la loi. Mais est-ce que c'est le bon terme pour décrire ce qu'il faisait? Ça, on va y revenir. En creusant davantage, on a trouvé que Sheldon s'était retrouvé dans le même genre de pétrin plus d'une décennie plus tôt, vers la fin des années 80. À cette époque-là, c'était plutôt les dessins animés qu'il faisait vibrer. En 1988, Sheldon avait reçu une injonction de la compagnie créatrice des California Raisins. Tu sais, ces figurines en plastique en forme de raisin sec qui chantaient du Motown. Ouais. Vers la fin des années 80, vous vous souviendrez que les California Raisins étaient partout. Sur des t-shirts, sur des boîtes à lunch, on vendait aussi des figurines. Puis ça, je le sais parce que j'en avais. Sheldon avait voulu profiter de cet engouement-là. Selon les documents qu'on a déterrés, il avait engagé une designer pour créer des personnages très semblables, des raisins secs aux traits humains, qu'il avait ensuite fait imprimer sur des vêtements. La compagnie derrière les vrais California Raisins ne l'avait pas trouvé drôle. Histoire semblable en 1987 avec les personnages des bandes dessinées Archie. Ici, Sheldon avait fait presque toutes les démarches pour avoir le droit d'utiliser les images d'Archie, de Betty et de leurs amis. Il avait tout fait, sauf signer le contrat. Quand la compagnie a constaté que Sheldon avait commencé à vendre sa marchandise sans finaliser leur entente, ils l'ont traîné devant les tribunaux. Vous l'aurez deviné, Sheldon a fait faillite. Hello. Hi, Mr. Lipkiss. It's Bridget Noel. Hi, how are you? Good. How are you? Good, thanks. Do you have a minute? Yeah, go ahead. Great. Okay, so I'm an investigative reporter in Montreal working on a story about a man who was involved. Pour mieux comprendre toutes les ramifications de ces histoires-là, je voulais parler à un expert. Mes recherches m'ont mené à Maître Lorne Lipkiss, un avocat canadien qui a défendu les droits d'auteur d'une centaine de marques dans près de 10 000 causes. And in researching his career, I've found several cases in which he was sued because it was fake Calvin Klein or, well, fake in brackets because sometimes it was just. Je tenais à ce qu'il m'explique le marché gris. Je voulais pas vraiment parler de Sheldon, mais je m'attendais pas du tout à sa réaction. So I'm trying to figure out the kind of
I've been told it's called the gray market. It's not counterfeit because it's legitimately made by the company, but it kind of falls into this weird gray zone because it's no. Let's start with a no. That's not gray market. What you're talking about is generally, in my experience, what people that have been caught counterfeiting say their merchandise is, and they try to convince you that, well, gee, this was made by the factory, it was made legitimately, and we just got it because they got rid of their excess inventory, or they got rid of their seconds, or they got rid of, their substandard merchandise. But that doesn't happen. The companies that are selling these branded clothing, they don't usually allow these products to be sold. Period. Ces produits ne sont pas destinés à être vendus. Point barre. Est-ce que l'argument de Sheldon était une excuse, une façon de se blinder contre une poursuite? I had another look at the lawsuits against this man, and you've actually been involved in one of them, not on his side, but En parlant au téléphone avec Maître Lipkiss, j'ai remarqué que son nom figurait sur les documents judiciaires de Sheldon. J'ai réalisé que l'expert à qui je m'adressais pour documenter ma recherche avait déjà croisé Sheldon Ludwig. Il avait été l'avocat de la marque de vêtements Rocawear dans sa poursuite contre Sheldon intentée en 2004. Je voulais savoir s'il s'en rappelait. And I don't know if you remember this, but it was Rocawear, and it was against a man called Sheldon Ludwig. Does that ring a bell? Yes. It does? Yes. Je vous rappelle que Lorne Lipkiss a géré des milliers de cas de contrefaçon dans sa longue et illustre carrière. Il m'explique qu'il n'a pas l'habitude de se souvenir de tous les noms des gens qu'il poursuit, mais celui de Sheldon lui était resté à l'esprit. I can't even tell you how many hundreds of cases I had for Rocawear. And if you would have mentioned another few hundred, I probably wouldn't remember most of those people, but I do remember him. Au final, le juge dans ce cas avait tranché que Sheldon avait bel et bien enfreint la marque de commerce de Rocawear. Il lui avait interdit de vendre ou de distribuer la marque à tout jamais. La marchandise en question avait été récupérée et détruite. I can't tell you specifically about that case, but I can tell you that Mr. Ludwig has been involved, to my knowledge, in other instances of situations where brands took the position that he was dealing in counterfeit products. Counterfeit products, des produits contrefaits. Donc pas le marché gris, mais le marché noir. La contrefaçon, un autre virage inattendu dans cette enquête remplie de surprises. Les stratagèmes financiers de Sheldon Ludwig comportent tellement de facettes différentes, ça en est étourdissant. J'avais évidemment beaucoup de questions, et pour y répondre, j'ai fait appel à un enquêteur privé qui se spécialise dans ce domaine-là. Question facile pour commencer. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? Claude Sarrazin, président et chef enquêteur de Circo. Circo, c'est une firme qui se spécialise dans les enquêtes concernant la contrefaçon. La contrefaçon, est-ce qu'il y en a beaucoup à Montréal? C'est un des points d'entrée, oui. Mais au Canada, on est une plaque tournante importante. Là, je dois le mentionner, Claude Sarrazin ne connaît pas du tout Sheldon Ludwig. Les marques qui ont intenté des procédures judiciaires contre notre Casanova ne sont pas dans sa liste de clients. Mais je veux qu'il m'explique comment fonctionne l'industrie de la contrefaçon en général. Je lui demande d'abord pourquoi quelqu'un se lancerait dans ce domaine-là. Ça peut sembler comme une question un peu naïve, mais pourquoi faire ça plutôt qu'importer des biens légaux? Pour vous donner une idée, là, on a travaillé sur un dossier il n'y a pas tellement longtemps d'importation de bijoux, de montres qui étaient contrefaites. Le coût de revient des montres à l'unité était d'environ 3 sous pour l'importateur. Ça lui coûtait 3 sous la copie. Il les revendait combien? 99 $. Oh my God. OK. Avec un prix de vente du produit réel suggéré d'environ 1200 $ normalement. Mais ça n'a aucun sens. Effectivement. Fait que donc, est-ce que ça répond à votre question? Oui. Je veux aussi savoir comment les marques réussissent à traquer la marchandise contrefaite.
Je sais que dans certains des cas de Sheldon, la marchandise problématique avait été vendue à des grandes chaînes comme la Baie d'Hudson ou Zellers. Je veux savoir comment ces entreprises-là s'étaient fait avoir et comment Nike, Calvin Klein et Puma avaient réussi à trouver les items contrefaits. Parlez-moi un peu de comment vos enquêtes sont menées. Comment est-ce qu'on détecte de la contrefaçon? Dans les faits, souvent, ça va être le client qui va constater. Ça peut être une plainte du public. Ça peut être une personne qui s'informe à savoir pourquoi que le produit qu'elle a acheté, dont elle a payé plusieurs centaines, voire des milliers de dollars pour acquérir, tout d'un coup est disponible pour le 1/100 du prix. Et donc, ça va amener des questionnements et à partir de ce moment-là, le processus d'enquête va être initié. Mais c'est fou de constater à quel point les containers ne sont pas surveillés. En tout cas, pas pour ça. Ouais, ben c'est parce que ça fait pas nécessairement partie du mandat non plus des organismes frontaliers. Il m'explique que nos autorités ne sont pas très bien outillées pour détecter et confisquer la contrefaçon quand elle entre au pays, que c'est difficile à stopper aux douanes. En fait, c'est aussi une question de priorité. Les douaniers ont d'autres chats à fouetter. Ils cherchent plutôt des drogues ou des substances nocives ou dangereuses, ou des produits contrefaits qui pourraient avoir un réel impact sur la santé, comme la bouffe ou les produits de beauté. Je lui demande si la contrefaçon de vêtements est un crime plus gentil. Tu sais, il y a cette perception que c'est un crime sans victime, que ça affecte juste les grandes marques qui, de toute façon, ont des millions ou des milliards de dollars. Est-ce que c'est vrai que c'est un crime qui n'a pas tant de conséquences? Non, pas vraiment, parce que c'est un crime, justement, souvent qui peut être utilisé comme méthode de financement pour des groupes terroristes, qui va y avoir des liens avec le crime organisé, par exemple. On va retracer aussi, c'est un marché noir, fait que donc c'est de l'argent au noir qui circule, c'est des sommes assez importantes. On se retrouve avec des gens qui sont souvent liés à ça, qui font pas vraiment d'argent. Bon, il y a tout un processus, là, tout dépendant de la méthode de mise en marché qui est utilisée, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont carrément qui font de l'esclavage, qui sont impliqués là-dedans. Fait que donc, c'est un crime, quand on le regarde, puis c'est sûr, les gens vont toujours justifier leurs actes. Fait que donc, j'achète un sac, il est contrefait, mais c'est pas grave. En réalité, c'est grave. Il y a beaucoup d'études qui le démontrent. Bon, il y a eu des analyses à l'international de fait là-dessus. Ces argents-là vont se retrouver dans les mains de personnes qu'on veut pas nécessairement encourager. Là, je sais, on est passé des California Raisins au financement du crime organisé. C'est un peu abrupt comme virage. On a commencé avec les histoires de contrefaçon de Sheldon Ludwig pour finalement brosser le portrait d'une industrie criminelle planétaire. Mais ce qui me frappe le plus de ma conversation avec Claude Sarrazin, c'est la prise de conscience qu'il s'agit d'un autre crime qui, comme plein d'autres crimes économiques, mène rarement à la prison. Mais les gens vont pas en prison pour ça. Non, de façon générale, non, parce que effectivement, dans notre cas, notre approche n'en est pas une criminelle. Effectivement, la contrefaçon est une infraction reliée à la loi sur le droit d'auteur, qui permet des recours d'ordre pénal ou civil, mais pas criminel. Ça mène surtout à des amendes et des ordonnances qui interdisent aux contrevenants d'importer ou de vendre tel ou tel type de marchandises. Comme les autres dédales judiciaires de Sheldon, il s'agit donc d'une histoire qui peut se régler avec une simple faillite. Je dis simple, mais on le voit, dans une faillite, il y a des conséquences financières et émotives qui peuvent ruiner des vies. Moi, j'ai vu des gens qui ont perdu leur voiture, leur maison, leur compte en banque parce qu'ils avaient été impliqués là-dedans. Est-ce que la punition est plus grande que d'avoir 1 an de prison avec sursis et de se retrouver avec tous les biens matériels qu'on a acquis à travers la commission de ces infractions-là? Pas sûr. Mais je me demande, dans un contexte où Sheldon peut fuir ses problèmes en faisant faillite à répétition, est-ce que notre système ne serait pas en train de créer une situation qui encourage la récidive? Parce que pour se rebâtir, Sheldon doit se trouver de nouvelles sources de revenus. Mais si ces sources de revenus sont d'autres femmes ou d'autres gens vulnérables qu'il peut éviter de rembourser grâce à une autre faillite, je pense que notre système ne fonctionne pas comme il devrait.
Un rappel que Sheldon Ludwig est présentement accusé de fraude et de fabrication de faux chèques, des allégations qui n'ont pas encore été prouvées en cours. Sa première comparution est prévue pour le 6 avril prochain, mais étant donné que la date a déjà été repoussée 4 fois, il se pourrait qu'on doive attendre encore plus longtemps pour connaître la suite de l'histoire. C'est difficile de prédire ce qui attend Sheldon Ludwig s'il est éventuellement trouvé coupable. À travers toutes nos entrevues, on a tenté de découvrir comment s'étaient réellement déroulées les 40 dernières années de sa vie. Si on met ce que nos sources nous ont raconté et les documents judiciaires que nous avons déterrés en perspective, il semblerait que les conséquences punitives qu'il a subies ne l'aient pas vraiment ralenti. Au contraire, les faillites se sont répétées, les poursuites se sont accumulées, et durant tout ce temps, Sheldon Ludwig semble avoir redoublé de créativité pour trouver, année après année, de nouvelles façons discutables de faire de l'argent. Après autant de temps et autant de présumées victimes dans le sillage de Sheldon Ludwig, c'est à se demander si notre système judiciaire se préoccupe réellement des crimes financiers de ce genre-là, si on s'occupe vraiment des gens qui en souffrent. C'était le Casanova de Montréal. Merci beaucoup d'avoir écouté notre série en si grand nombre. On est très reconnaissante. Si vous avez aimé la série, la meilleure façon de nous le dire et de nous aider, c'est de la partager sur vos réseaux sociaux. On va continuer de suivre cette histoire-là, donc n'hésitez pas à nous envoyer des informations si vous en avez. Et continuez de nous suivre parce qu'on va sûrement sortir quelques épisodes supplémentaires prochainement. La série est une réalisation d'Anne-Sophie Carpentier. L'enquête est menée par moi, Brigitte Noël, journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Merci à Étienne Roy, Ève Lévesque et Bastien Gagnon-Lafrance pour leur aide. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous avez des informations sur Sheldon Ludwig, écrivez-moi à brigitte.noel@quebecormedia.com. Vous pouvez aussi me trouver sur Twitter ou LinkedIn. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le avec vos amis et n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles.